Iwatani Naofumi vit sans emploi et se satisfait de son existence d'otaku. Quand son budget est serré, au lieu d'acheter il va en bibliothèque. Alors qu'il consulte un light novel, il arrive très vite à des pages blanches. Soudain, il se fait happer dans un univers héroïque fantasy, tout comme 3 autres jeunes hommes, Kitamura Motoyasu, Amaki Ren et Kawazumi Itsuki. Ils ont été invoqués pour devenir les légendaires héros destinés à sauver le royaume mais le remarquent d'une terrible menace. Chacun est équipé d'une arme assignée, lance, épée, arc et pour Naofumi, il s'agit d'un bouclier. Le soir, ils discutent tous les 3 et se rendent compte qu'ils viennent chacun d'un Japon différent. Le lendemain, ils rencontrent le roi qui leur explique la raison de leur venue. Chacun d'entre eux est capable d'accéder à un tableau magique de statistiques leur indiquant leur niveau de compétence au combat. Les 3 confrères de Naofumi semblent s'adapter très bien à cette situation et négocient même une importante récompense en échange de leur coopération. Un groupe de guerriers rejoignent chacun des 4 héros pour l'épauler. Personne toutefois ne se range du côté de Naofumi, car ils le dédaignent tous pour le fait qu'ils détiennent un bouclier et non une arme offensive. Seule une femme, Main Sufia accepte de se joindre à lui. Chaque héros reçoit 800 pièces d'argent pour leur quête. Les 4 groupes partent donc chacun de son côté pour s'entraîner. Naofumi et Main vont chez le forgeron acheter de l'équipement de base où Naofumi constate qu'il lui est impossible de tenir une arme, une décharge se produisant dès qu'il essaie. La jeune femme aide ensuite Naofumi dans ses premiers combats contre de petits monstres et le soir, ils vont à une taverne. Main lui propose de boire ensemble mais il refuse et part se coucher. Le jour suivant il se réveille dépouillé et se fait arrêter par la garde royale. Convoqué par le roi, il est reconnu coupable de vol et de viol sur Main qui s'est réfugié auprès de Motoyasu. Son statut de héros lui permet d'échapper à la peine de mort. Le roi leur apprend qu'il ne peut pas renvoyer Naofumi dans son monde, car il n'est possible d'en invoquer d'autres que si les 4 actuels meurent. Naofumi, complètement désabusé que Main l'ait ainsi piégé, lui jette à elle et Motoyasu le reste de son argent en signe de mépris et s'en va. Dans la ville, il croise à nouveau le forgeron, qui semble croire à sa version des faits. Il lui offre une cape, pour qu'il n'ait pas l'air trop misérable. Naofumi part à la prairie chasser d'autres petits monstres. Il vend leur peau à un marchand qui tente de l'arnaquer mais il le menace pour lui faire comprendre de ne pas essayer de l'embrouiller. Il laisse ensuite quelques pièces chez le forgeron, en échange de la cape et poursuit sa route. Dans la soirée, 3 hommes veulent le braquer mais il les envoie balader. Il rencontre ensuite Beluka, un vendeur d'esclaves qui lui propose sa marchandise, humaine et non humaine, envoûtée par un sort, comme renfort au combat. Naofumi parcourt sa réserve et s'arrête sur une jeune fille à oreilles de raton laveur terrifiée dans sa cage. Beluka fait voir à Naofumi sa meilleure marchandise pour lui donner un aperçu de ce qu'il pourrait acquérir avec les moyens financiers. Il porte finalement son dévolu sur la petite aux oreilles de raton laveur, dont l'ancien maître aimait la torturer et la laisser en saleté. Beluka la configure pour appartenir à Naofumi. Le jour suivant, il emmène sa nouvelle esclave, Raftalia, acheter un équipement de base et commence à l'entraîner au combat. Il se rend compte que son expérience gagnée est partagée avec lui. Il lui fait aussi manger un morceau, ce qui la remplit de joie. L'après-midi, ils poursuivent l'entraînement et passent quelques niveaux. Raftalia se souvient que ses parents lui avaient dit que le héros au bouclier prenait soin des semi-humains. La nuit, elle se rappelle le massacre de ses parents, tués par des monstres. Elle se réveille en pleine nuit terrifiée, alors Naofumi la rassure. Le jour suivant, l'apothicaire indique à Naofumi qu'il se ferait plus d'argent à vendre des remèdes plutôt que seulement les ingrédients. Les jours suivants, Naofumi continue de s'occuper de Raftalia qui s'améliore au combat. Quand elle rechigne le sceau d'esclavage la force à obéir. Naofumi lui explique qu'il a besoin de quelqu'un pour combattre, lui ne peut que protéger et si elle ne peut remplir cette tâche il devra la remplacer. Elle se ressaisit alors. Ils achètent ensuite une épée courte pour Raftalia et se rendent au village de lutte pour y vendre de peaux de lapin monstre. Le vendeur leur indique la mine pour se faire plus facilement de l'argent mais elle est envahie de monstres dangereux. Tous deux s'y rendent et commencent à l'explorer. Naofumi semble assez satisfait de la nouvelle forme magique qu'il a débloquée pour son bouclier constitué de cordes. Ils sont confrontés à un monstre de la même espèce que ceux qui ont tué les parents de Raftalia. La petite panique ce qui force Naofumi à fuir. Il lui explique qu'elle doit se battre si elle ne veut pas que d'autres tragédies similaires se reproduisent. Naofumi se jette sur la créature et encaisse une blessure mais Raftalia reste paralysée par la peur malgré l'ordre de Naofumi et la souffrance causée par le sceau. Il lui demande alors de fuir mais la perspective qu'il abandonne la pousse finalement à combattre. Ils tuent ensemble le monstre et elle se jette dans ses bras. Ils obtiennent ensuite une bonne somme grâce aux minerais rapportés de la mine. Un mois s'est passé. Naofumi et Raftalia ont progressé mais il leur reste peu de temps avant la première vague de calamités. Ils se rendent chez le forgeron qui remarque combien Raftalia a grandi et est devenue plus forte. Naofumi était venu pour lui acheter une nouvelle épée mais elle refuse et lui rétorque qu'il a besoin d'une nouvelle armure. Le forgeron lui en prépare une sur mesure. Il lui apprend aussi que le grand sablier de l'église de Grand Place lui permet de connaître le temps restant avant la première vague. Naofumi et Raftalia s'y rendent. Et grâce au pouvoir du bouclier, Naofumi peut voir en décompte de minutes qu'il ne reste plus que 20 heures. Il croise aussi les autres héros et leurs compagnons. Ces derniers n'hésitent pas à le provoquer mais Naofumi s'efforce de les ignorer. Plus tard,
Raphtalia lui demande ce qui s'est passé avec les autres héros mais il refuse de lui répondre. Puis vient le moment de la première vague. Les héros et leurs compagnons sont tous téléportés automatiquement sur les lieux. Naofumi et Raphtalia décident d'aller protéger le village de Lutte. Naofumi charge Raphtalia de faire évacuer la population tandis qu'il attire l'attention des monstres. Certains villageois essaient de l'aider mais il leur demande de ne pas risquer leur vie. Raphtalia le rejoint ensuite et combat à ses côtés. Soudain, le village se fait incendier par une boule de feu lancée par les chevaliers royaux. Ils voulaient ratisser le large en achevant les monstres et se moquent des dommages collatéraux. Ils sont soudain attaqués par un autre groupe de monstres mais Naofumi les défend. Les chevaliers allaient partir rejoindre les autres héros mais une partie décide de rester combattre aux côtés de Naofumi. Pendant ce temps, les autres héros en terminent avec les monstres. Le calme revient, les villageois regagnent leur village, constatent les dégâts et le nombre de victimes. Ils viennent remercier Naofumi pour les avoir sauvés. Raphtalia lâche un peu la pression après avoir tué tant de monstres et laisse couler ses larmes et Naofumi vient la rassurer. Naofumi prend part à la fête célébrant la victoire contre la première vague de calamités. Raphtalia l'incite à manger un morceau. Motoyasu, sur incitation de Main, défie Naofumi en duel. Il le blâme pour utiliser une esclave et le roi, en entendant cela, autorise le duel et fait retenir Raphtalia pour forcer Naofumi à combattre. Les deux se rendent dans la cour et Motoyasu charge vers Naofumi et en ruant de coups de lance. Naofumi le piège toutefois en le surprenant avec un monstre balle orange qu'il planquait sous sa cape et lui prend le dessus en combinant plusieurs formes de son bouclier. Alors que la victoire semble sienne, Main intervient et le balaie avec un sort de vent. Motoyasu en profite pour le battre et quand Naofumi hurle à la triche, personne ne le croit. De plus, il apprend que Main est en fait une princesse. Il voit alors Raphtalia se faire libérer de son sceau d'esclave et lui tourner le dos. Au bord du désespoir, il essaie de se débarrasser du bouclier mais qui réapparaît à chaque fois à son bras. Son bouclier active un mode de malédiction. Raphtalia gifle Motoyasu et clame suivre Naofumi de son plein gré. Les deux autres héros, Itsuki et Ren, arrivent à leur tour pour mettre en lumière la tricherie de Main. Raphtalia va ensuite réconforter Naofumi, aux abois. Il la rejette maintes fois, persuadée qu'elle se fiche de lui aussi, mais elle réussit à le calmer et le rassurer. Elle lui jure de rester à ses côtés. Naofumi a d'ailleurs eu du mal à la reconnaître. Ayant grandi rapidement en prenant des niveaux, un trait de caractéristique propre aux semi-humains. Maintenant Naofumi assiste avec les autres héros à la remise des récompenses mais le roi décrète qu'il ne recevra rien, en échange de la libération de Raphtalia. Ren et Itsuki rétorquent qu'il mérite une récompense car si son duel n'était pas truqué il l'aurait gagné la main haute. Main réplique en disant qu'il a triché avec des monstres qu'il cachait sous sa cape mais ils lui font remarquer qu'elle aussi a triché. Itsuki fait aussi remarquer que lorsque la vague a frappé, il était le seul à venir en aide aux villageois et pour cela il a droit à une bourse même si elle est minime. Naofumi reçoit une petite bourse et Raphtalia l'incite à partir aussitôt avant que ça tourne au vinaigre puis ils partent tous les deux. Ils retournent chez Beluka le vendeur d'esclaves où Raphtalia demande un nouveau sceau d'esclavage, pour prouver à Naofumi qu'elle mérite sa confiance. Naofumi regarde sur une table à côté et voit des œufs. Beluka propose de lui en vendre une, en lui disant qu'avec un peu de chance, il pourrait contenir un filorial. Il se laisse tenter et l'achète. Ensuite, l'apothicaire lui offre un livre de remèdes en cadeau pour avoir protégé le village Lutte lors du passage de la vague. La vendeuse magicienne lui apprend qu'il a une prédisposition pour les sorts de régénération et de protection, tandis que Raphtalia tend plutôt vers les sorts d'ombre et de lumière. Elle lui offre aussi un grimoire pour avoir sauvé le village de Lutte. Toutefois, Naofumi devra en apprendre la langue pour le déchiffrer. Peu après, l'œuf éclot et en sort un filorial, un oiseau. Les jours passent et l'oiseau grandit à une vitesse exponentielle. L'oiseau grandit et devient la nouvelle monture de Naofumi. Motoyasu et Main débarquent à Lutte, annonçant placer le village sous la bannière de Motoyasu et exigeant 50 pièces d'argent pour toute sortie ou entrée du village, qui serviront à la reconstruction du village. Le seigneur local répond que la charge est trop lourde, ce que confirme Naofumi qui leur apprend le coût de la vie. Main veut réprimer la protestation par la force mais des informateurs lui transmettent un message. Elle se ravise et lance un défi à Naofumi pour décider du sort du village, une course. Motoyasu chevauche un dragon tandis que Naofumi l'affronte avec Philo. Motoyasu traite Philo de piaf ce qu'elle n'apprécie pas et elle lui met un coup de pied retourné dans l'entrejambe. Et cela fait éclater Philo et Naofumi de rire. La course commence autour du village avec Philo et Naofumi qui sont en tête de la course. Plusieurs soldats piègent Naofumi pour le ralentir en créant des trous devant eux ou en les ralentissant avec de la magie mais ils gagnent quand même grâce à la perspicacité de Naofumi et à la rapidité de Philo. Main l'accuse d'entourloupe mais les informateurs ont inspecté le parcours de la course et confirment que des traces de magie ne correspondant pas au sort potentiel de Naofumi ont été trouvées. Main abandonne et s'en va avec Motoyasu. Les villageois remercient Naofumi, qui refuse une récompense en argent. Ils se contentent d'un chariot pour ses voyages. Raphtalia a toutefois le mal des transports et ils font une pause pour la nuit. Le lendemain, Philo a de nouveau changé de forme et devient une fillette. Philo pouvant prendre forme humaine, le trio retourne en ville. Naofumi lui a fait apposer un sceau d'esclave chez Beluka, ce qui a coûté cher car en tant que Philo Queen,
elle possède déjà une grande force. Beluka explique à Naofumi que les Philo Queens sont des Filorios très singuliers. Après avoir quitté Beluka, ils enchaînent avec le forgeron pour acheter un équipement humain à Philo. Le forgeron lui répond toutefois qu'il n'a pas de quoi convenir à une créature capable de changer de forme comme Philo et il l'envoie chez la couturière. Chez la couturière, Naofumi explique qu'il veut des habits résistants qui ne se déchireront pas à chaque transformation. La couturière lui demande alors s'il a apporté le fil enchanté. Comme Naofumi ne sait pas de quoi il s'agit, la couturière la lui explique en disant que c'est du fil tissé grâce au mana de la personne qui va porter les habits. La couturière leur indique de trouver du fil enchanté pour coudre des vêtements à Philo. Ils vont chez la magicienne mais celle-ci n'a plus la pierre précieuse au pouvoir magique qui permet de tisser ces fils car elle est brisée. Les voilà partis en mission de colportage, espérant trouver du fil enchanté. Sur la route ils aident un homme qui devait livrer un remède à sa mère qui est gravement malade. Grâce à la rapidité de Philo, il arrive à temps et sauve la vieille dame. En retour, l'homme lui donne des vivres en guise de paiement. Après avoir parcouru de nombreux villages et villes pour divers commerces, ils escortent un joaillier qui raconte à Naofumi comment il est célèbre dans la région. Aussitôt devant eux, surgit un groupe de bandits qui voulaient s'en prendre au joaillier. Les bandits demandent à Naofumi de leur livrer le joaillier et ils auront la vie sauve mais Naofumi refuse. Le chef des bandits donne l'ordre à l'un de ses gardes qui a augmenté de niveau de s'en prendre à eux. Raftalia grâce à son sort d'invisibilité et Philo avec son sort de tornade vont les capturer. Normalement, Naofumi devait les livrer aux gardes. Mais comme la royauté est contre lui, il demande alors à Philo de les dévorer. Les bandits le supplient de leur laisser la vie sauve. Il accepte à condition qu'ils lui remettent tout leur butin. C'est ainsi qu'il va les dépouiller. Pour lui avoir sauvé la vie, le joaillier décide d'apprendre à Naofumi tout ce qu'il sait du façonnage du métal et le travail des pierres pour leur insuffler du mana de même que tous ses contacts. À la taverne, il entend parler de la progression des autres héros. Motoyasu aurait sauvé un village de la famine. Itsuki aurait chassé un grand dragon. Quant à Ren, les rumeurs restent vagues à son sujet, d'autres disent qu'il s'entraînerait en secret ou explorerait un donjon. Le marchand indiqua aussi une carrière à Naofumi où il pourrait se fournir en pierre à tisser du fil enchanté. Avec la magicienne tenant la boutique de magie, ils se rendent dans les galeries profondes d'un sanctuaire. Là, ils rencontrent un monstre lion à queue de serpent. Ils se lancent dans un combat avec le monstre. Malgré la magie d'invisibilité de Raftalia, le monstre parvient toujours à prédire sa position, ce qui permet à Philo de conclure qu'il est très sensible au bruit. Naofumi grâce à son bouclier sonore dans lequel Philo crie. Ils affaiblissent le monstre un peu mais c'est Raftalia qui va lui porter le coup de grâce. Il récupère la pierre sur les stalactites de la grotte. De retour en ville, Philo doit tisser elle-même la pierre pour l'imprégner de son mana. La couturière lui coud ensuite une robe qui s'adapte à ses changements de formes humaines et animales. Naofumi entend parler d'un village ayant un grand besoin d'herbicides par le joaillier. Sur la route, il remarque d'énormes racines d'arbres. Une fois qu'il a livré les herbicides, les habitants lui expliquent la situation de leur village. Il profite de l'occasion pour lui demander son aide pour sauver le village de vignes monstrueuses envahissantes et à guérir leurs malades grâce à son pouvoir. Ayant entendu parler des malades, Naofumi se lève et va les trouver et il les soigne grâce à sa technique d'amélioration des remèdes. En ce moment, Philo passe son temps à se goinfrer. En effet, il s'agit du village que Motoyasu a sauvé de la famine en apportant une graine magique. Elle a effectivement fructifié et apporté de quoi se nourrir, mais ces vignes ont continué de proliférer, si bien qu'elles s'en prennent aussi aux humains. Les villageois proposent de l'argent à Naofumi pour qu'il sauve leur village et il accepte. Naofumi, Raftalia et Philo sortent et vont trouver l'arbre répandant ses vignes et racines. Une fois sur place, ils se font attaquer par l'arbre mais Raftalia et Philo arrivent à leur tenir tête. Naofumi réussit à l'asperger d'herbicide qu'il a amélioré grâce à sa compétence et il tue l'arbre. Sur le coup, il débloque une nouvelle compétence et le teste avec les graines de l'arbre qu'il vient de détruire. Avec sa nouvelle capacité d'altération végétale, il parvient à faire pousser un arbre produisant une grande quantité de fruits sans s'accroître dangereusement. Il vend les nouvelles graines aux villageois et revend ailleurs son excédent en fruits. Après avoir fini leur mission, le joaillier donne une autre mission à Naofumi qui consiste à livrer des marchandises à une auberge. Ils décident alors qu'ils passeront la nuit dans l'auberge pour pouvoir profiter des bains thermaux de l'auberge. Dans la suite de leur voyage, Raftalia s'agace de voir Philo s'accaparer Naofumi et sent la jalousie la gagner. En ayant entendu des rumeurs dans leur auberge, elle part dans la nuit chercher du latium, une pierre rare qui permettrait de fabriquer des amulettes d'amour. Les oiseaux Gagoko en collectionnent. Elle recherche un de leurs nids. Mais Philo se joint à la course, voulant pour sa part s'emparer d'eux de Gagoko et en offrir à manger à Naofumi. Les deux rivalisent alors pour accéder à un nid, mais elles vont devoir faire équipe lorsqu'elles s'attirent les foudres d'un sanglier géant. Finalement elle trouve un Gagoko mais n'arrive pas à l'attraper et ses œufs sont cassés par le sanglier géant. Elle tue le sanglier et le ramène en ville. Elles en tirent une coquette somme et achètent à Naofumi un marteau de haute qualité. Une nuit, Naofumi confectionne en secret un bracelet pour Raftalia. Dans la journée, ils reprennent leur route croisent deux voyageurs leur déconseillant de se rendre au village de la montagne s'ils ne veulent pas mourir. Mais ils s'y aventurent tout de même. Une fois arrivés au village, ils tombent sur un vieil homme.
Le vieil homme emmène Naofumi à la rencontre du médecin du village pour lui vendre des médicaments. Ayant vu l'état des malades, il décide alors de leur administrer lui-même les médicaments. Mais la maladie n'est pas endiguée pour autant. L'infirmière leur apprend qu'elle provient sûrement du vent de la montagne, déversant les émanations empoisonnées du cadavre du dragon mort tué par l'un des héros. Seuls des aventuriers peuvent s'en approcher car la faune environnante a changé aussi. Naofumi propose de faire disparaître le corps en échange de 500 pièces d'argent. Les voilà partis pour la montagne. Naofumi se protège grâce à une propriété magique de son bouclier. Mais à leur arrivée, le dragon s'est zombifié. Alors que lui et Raphtalia allaient fuir, Philo attaque le dragon sur un coup de tête. Mais elle finit dévorée. Choqué, Naofumi ressent à nouveau sa haine pour ce monde ressurgir en lui. Son bouclier passe en mode malédiction et active de nouvelles capacités. Son bouclier dégage de puissantes flammes qui repoussent le dragon et il laisse aller sa rage. Soudain, Philo s'extirpe du ventre du dragon en le lui déchirant. Naofumi reprend ses esprits grâce à la voix de Raphtalia, mais ayant encaissé les flammes de plein fouet, elle en ressort blessée. Naofumi lui administre des premiers soins tandis que Philo leur avoue avoir mangé un cristal magique qu'elle avait trouvé dans le ventre du dragon. Sans doute ce qui l'avait réanimé. Naofumi et Philo nettoient rapidement les lieux et rentrent au village. Le médecin ausculte Raphtalia mais il ne peut rien faire, Raphtalia étant touchée par une puissante magie noire. Il lui conseille d'aller voir un prêtre dans une plus grande ville. Philo offre une partie du cristal du dragon qu'elle avait gardé de côté. Naofumi le conserve dans son bouclier ce qui lui permet de débloquer un autre bouclier mais il n'a pas le niveau pour s'en servir. Il demande aussi pardon à ses deux camarades pour les avoir mis en danger. Mais les deux le rassurent. Raphtalia demande à Naofumi de dormir avec elle pour la nuit mais il envoie Philo à sa place, pensant qu'elle a juste besoin qu'on lui tienne chaud. Naofumi et son équipe terminent une autre quête et vont se diriger vers la capitale pour y soigner Raphtalia. En passant, Philo ressent la présence d'une jeune fille, Melty, qui s'amusait avec des filoriales sauvages. Naofumi et son équipe s'approchent d'eux, ce qui fait fuir les filoriales. Alors que Philo pense à déguster les filoriales, Naofumi lui explique que ce sont ses congénères. Melty est enthousiaste de voir un filorial aussi grand que Philo et pour couronner le tout, elle parle. Melty lui offre une tranche de viande séchée. Elle se lie d'amitié aussitôt. Naofumi les laisse jouer ensemble pour l'après-midi le temps que lui et Raphtalia aillent soigner d'autres malades. Le soir, Philo rentre avec Melty, qui avoue à Naofumi qu'elle a perdu son cortège qui se rendait à la capitale en étant partie jouer avec des filoriales. Elle supplie Naofumi de la laisser voyager avec eux. Naofumi espère obtenir une récompense si elle s'avère être une noble mais il pense aussi être accusé d'enlèvement. Il allait refuser mais grâce à l'intervention de Philo et Raphtalia, il accepte. Ce qui rend Philo heureuse. Pendant ce temps une femme masquée les observe. Le lendemain ils se mettent en route avec tous les remerciements des habitants. Ils voyagent toute la journée et ils partagent de très bons moments ensemble. Le soir, pendant le dîner, Melty donne une part de sa nourriture à Philo mais Naofumi la lui reprend, ce qui énerve Philo. Naofumi et Raphtalia découvrent les vêtements de Melty par terre à côté de Philo. Ce qui leur fait penser que Philo l'a dévoré. Il réveille Philo et lui pose la question c'est ainsi qu'il découvre que Melty dort cachée dans le plumage de Philo. Quand Raphtalia s'en approche et la touche, elle s'endort aussitôt. Naofumi en conclut que les plumes de Philo détiennent des caractéristiques soporifiques. Le jour suivant, ils atteignent la capitale. Philo propose d'accompagner Melty à sa demeure pendant ce temps, Naofumi et Raphtalia se rendent à l'église pour se procurer d'eau bénite pour sauver Raphtalia. Ils finissent par acquérir l'eau bénite auprès de l'évêque pour une pièce d'or. En ressortant, un garde interpelle Naofumi. Croyant que des ennuis l'attendent encore, il prend la fuite et donne à Raphtalia rendez-vous au chariot. Plus loin en ville alors qu'il reprend son souffle, Motoyasu l'attaque, lui reprochant d'esclavager une adorable petite fille ailée qui le fait craquer. Motoyasu provoque de nombreux dégâts avec ses attaques et une baston générale éclate entre les habitants autour. Le garde qui poursuivait Naofumi s'interpose et arrête Motoyasu. Mine déclare que ce combat est autorisé par le roi mais Melty arrive, révélant être la petite sœur de Mine, et annule la déclaration de Mine. Elle fait remarquer à Motoyasu les dégâts qu'il a causés dans la ville. Raphtalia et Philo rejoignent Naofumi. Motoyasu s'adresse à Philo, inquiet de sa condition mais il la vexe sans savoir que sa vraie forme est celle d'un oiseau géant. Philo, énervé, l'envoie encore valser. Plus tard, au calme chez le forgeron, Melty explique à Naofumi qu'elle est l'héritière au trône, sa grande sœur posant beaucoup de problèmes de par son comportement. Naofumi met toutefois fin à la conversation, refusant de dialoguer avec Melty car elle fait partie de la royauté. Melty s'en va, après que Naofumi la ait conduite. Sa mère la reine lui avait confié la mission d'apaiser les tensions avec le héros au bouclier et réprimander le roi, mais elle a fait chou blanc. Naofumi interdit à Philo de voir Melty à nouveau sans lui donner de raison palpable puis elle part en pleurant. Le garde qui avait suivi Naofumi le retrouve avec 2 autres soldats et 2 magiciens. Ils souhaitent se joindre à lui dans son combat, étant originaires de Lutte et voulant lui témoigner leur reconnaissance. Naofumi n'accepte que s'il lui achète pour 150 pièces d'argent un médaillon qu'il lui reste à vendre.
Les petits partent récolter la somme. Naofumi pose des questions au forgeron sur quelques-unes de ses compétences. Ce qui pousse le forgeron à lui parler de la possibilité de changer de classe pour évoluer. Naofumi ordonne à Raphtalia de choisir la manière dont elle veut évoluer mais elle s'abandonne entre les mains de son maître, lui rappelant qu'elle devra s'en sortir seule une fois que les vagues de calamité contre la contrée seront terminées et qu'il aura regagné son propre monde. Ils arrivent à l'église de la grande place où une nonne leur apprend qu'il faut payer un tribut de 15 pièces d'or pour changer de classe, mais une autre arrive et montre un décret royal interdisant de faire changer de classe au groupe du héros au bouclier. Il part, ravalant sa colère. Naofumi et ses deux camarades vont ensuite voir Beluka, espérant qu'il ait un tuyau pour d'autres possibilités de changer de classe. Le vendeur d'esclaves commence par remercier Naofumi, car grâce à Raphtalia et Philo, sa marchandise a gagné en notoriété ainsi que ses ventes. Puis il lui cite plusieurs autres royaumes où il pourrait changer de classe dont Schildfrieden, dirigé par des semi-humains. Beluka lui vend ensuite des griffes spéciales pour Philo et lui confie une mission qui permettra de tester la nouvelle arme. Le petit groupe part chasser un monstre dans les égouts. Arrivé sur place, un monstre les attaque puis Philo réplique aussitôt. Raphtalia l'immobilise et Philo lui coupe la tête. Le soir, Naofumi applique les bandes sur les plaies de Raphtalia. Il espère qu'elle sera rétablie avant la prochaine vague. Raphtalia demande à Naofumi s'il accepterait de l'emmener dans son monde. Philo se réveille, jalouse, elle s'énerve en disant que Raphtalia flirte avec Naofumi. Naofumi, agacé, met fin à la conversation. Le trio se prépare et se remet en route. Ils passent par une ville où une taxe de passage est exigée. Ils rencontrent quelques habitants qui veulent échanger des biens contre de la nourriture. Les habitants leur apprennent que le héros à l'arc a renversé un seigneur tyran mais que depuis, les révolutionnaires imposent à leur tour de lourdes taxes. Dans une auberge, ils tombent sur Ren et Itsuki. Ces derniers, qui se sont fait voler leur récompense pour leur dernière mission respective par un imposteur qui imite leur identité. Ils viennent accuser Naofumi d'être l'imposteur. Naofumi cependant leur apprend ce qu'il s'est passé dans le pays où Ren a mené la révolution et ses conséquences pour la population puis les conséquences engendrées par le dragon mort que Itsuki a laissé derrière lui. Il les sermonne pour leurs actes irréfléchis puis il part. De retour à la capitale, le forgeron a fabriqué un plastron pour Naofumi avec le cœur du dragon zombie avec une fonction d'auto-réparation. Les 5 guerriers de lutte retrouvent Naofumi avec la somme exigée. Naofumi la leur laisse et leur donne aussi le médaillon pour qu'ils s'achètent de l'équipement. Il les avertit toutefois de ne pas tenter de l'utiliser ou de le duper sinon il le leur fera payer très cher. La nouvelle vague de calamité approche à grands pas. Naofumi fait le plein de remèdes et d'armes. Il offre un bracelet à Raphtalia puis une épingle à cheveux à Philo. Naofumi, avec Raphtalia, Philo et le petit groupe de soldats sont téléportés sur les lieux. Ils protègent un village en combattant les monstres. Une vieille femme, parmi celles que Naofumi avait soignées dans ses missions précédentes, se bat à ses côtés. Étant une ancienne aventurière, elle ne comptait pas rester les bras croisés. Depuis près de 3 heures, les autres héros ne semblent pas réussir à endiguer la source de la vague de calamité. Naofumi décide de laisser la vieille avec le petit groupe de soldats sur place défendre le village tandis qu'il part à la source de la vague de calamité avec Philo et Raphtalia. Un navire géant génère des monstres que Ren combat depuis le sol pendant que les autres héros les combattent sur le navire. Ils espèrent faire sortir le dévoreur d'âmes en décimant monstre après monstre, mais cela n'en finit pas. Pendant que Itsuki et Motoyasu se disputent, Naofumi prend les choses en main et remarque l'aspect étrange de l'ombre des monstres. Sur ses ordres, Raphtalia exécute un sort de lumière et attaque les ombres. Cela force le dévoreur d'âmes à se montrer. Les 3 autres héros attaquent le dévoreur d'âmes avec leurs coups spéciaux mais sans grande efficacité. Philo et Raphtalia se lancent aussi à l'attaque de plein fouet et l'atteignent mais sa barre de vie baisse très lentement. S'ils ne se dépêchent pas, les habitants risquent de se faire tuer par d'autres monstres. Naofumi décide d'utiliser son bouclier du Kuro. Grâce à ses capacités ténébreuses obtenues depuis qu'il a maudit ce monde, il se sent soudain submergé par la rancœur du dragon tué par Itsuki et dont les os ont été profanés par Naofumi qui les a gardés. Naofumi revêt alors une armure dragon et le feu émane de son bouclier. Philo est aussi affecté par l'effet de la malédiction. Il se lance dans la bataille contre le dévoreur. Les autres héros restent hébétés sur place tandis que Main se moque à nouveau de lui, mais Raphtalia les sermonne pour leur passivité. Ce qui les pousse à attaquer le monstre. Naofumi sent la colère du dragon sur le point de le submerger mais le souvenir de Raphtalia lui permet de contenir cette pulsion. Naofumi débloque alors de nouvelles compétences et tue le dévoreur en l'enfermant dans une vierge de fer invoquée. Apparaît ensuite une autre ennemie, Glace, qui les raille pour avoir eu autant de mal à tuer le dévoreur d'âmes. Elle ne reconnaît la valeur que de Naofumi et leur annonce que les choses sérieuses commencent maintenant. Motoyasu, Ren et Itsuki s'énervent que Glace les dénigre et l'attaque. Mais la nouvelle opposante les balaie d'un revers de manche et vient affronter Naofumi. Ce dernier tente des attaques combinées avec Raphtalia et Philo mais, même en ayant à nouveau recours à son bouclier du Kuru, rien ne fonctionne sur Glace. Cependant, la durée de la vague arrive à son terme. Naofumi,
Raphtalia et Philo prennent la fuite. Glace est obligée de se retirer, cependant elle compte bien revenir à la prochaine vague de calamité. Naofumi doit ensuite faire son rapport au roi, qui reconnaît qu'il a fait fort pour cette vague. Il exige de lui révéler comment il a acquis un tel pouvoir mais Naofumi rétorque que d'où il vient, on formule une requête en se prosternant. Le roi s'offusque et le menace à nouveau mais Naofumi lui fit comprendre que désormais, il pourrait tous les tuer, lui et ses gardes, facilement. En quittant la salle du trône, une femme le félicite pour ce qu'il a accompli et arbore un médaillon qui interpelle Naofumi. Elle lui conseille toutefois plus de prudence. Melty va voir son père pour lui demander pourquoi il nourrit une telle animosité envers le héros au bouclier. Ce dernier lui avoue craindre que le héros et ses semi-humaines causent leur perte. Mayne fait irruption et met fin à la conversation. Melty répond toutefois, qu'en tant qu'héritière, elle se doit de s'inquiéter du sort du royaume. Naofumi et ses deux camarades se préparent à leur départ pour Siltvelt ou Schildfrieden, en vue de changer de classe. Le forgeron, Ellar, leur fournit quelques équipements pour leur voyage. Ils se mettent en route mais Melty les rattrape et demande à Naofumi d'aller s'excuser auprès du roi pour se réconcilier. Il refuse catégoriquement, ce qui exaspère la jeune fille, devant l'entêtement des deux hommes. Soudain, Naofumi la sauve d'une tentative d'assassinat de la part de l'un de ses gardes. Les gardes agissent comme si Naofumi avait cherché à s'en prendre à Melty. Avec Raphtalia et Philo, il le met en déroute mais ils ont enregistré toute la scène dans une boule de cristal. Des mages altèrent les images pour donner un air sanguinaire à Naofumi et ses coéquipières. Ils font diffuser ces retransmissions partout afin d'accabler Naofumi auprès de la population. Naofumi avait capturé l'un des gardes pour lui faire cracher le morceau mais il n'avoue rien. Naofumi trouve sur lui le même médaillon que la suivante qu'il a croisée au palais, qui représente le culte des trois héros qui omet le héros au bouclier. Melty envisage qu'il s'agisse sûrement d'un coup monté de Mayne, qui aimerait se débarrasser d'elle. Naofumi laisse à Melty le choix de ce qu'elle veut faire mais il la prévient qu'elle risque de se faire assassiner pour de bon. Il lui propose de la protéger le temps de régler la situation. Le petit groupe part pour le pays de Siltvelt où Naofumi espère trouver protection. Après une première journée de voyage, il raconte à Melty qui le questionne, ce qui s'est passé entre lui et le roi. Melty lui parle de la reine, qui considère qu'il faut enterrer la hache de guerre et lui apprend que c'est elle qui tient les rênes du pays, le pouvoir se transmettant de femme en femme. Plus tard, ils se font repérer par un groupe de soldats qui quadrillaient la zone. Acculé au bord d'un ravin, Naofumi essaie de lever le malentendu auprès d'Itsuki, reine et Motoyasu qui menaient les recherches. Mayne affirme alors que Naofumi a fait subir un lavage de cerveau auprès de Melty et de ses camarades Raphtalia et Philo. En gage de bonne foi, Naofumi accepte de leur laisser Melty mais la jeune princesse craint pour sa vie et lui demande de l'aide. Naofumi et ses camarades tentent une évasion mais ils échouent. Mayne se met alors à attaquer Melty avec des sorts offensifs. Raphtalia utilise un sort d'invisibilité, se glisse derrière elle puis à l'aide de sa nouvelle épée, transperce Mayne. Les gardes déferlent vers Naofumi. Naofumi active son bouclier du courroux pour en finir. Il laisse à Rennes le médaillon du culte des trois héros et l'inviter à réfléchir sur la question. Puis il fuit avec les trois filles. Une fois au calme, une espionne à la solde de la reine les rejoint, il s'agit de la suivante que Naofumi avait croisée au château. Elle lui transmet la requête de la reine, venir la rencontrer. Mayne fait incendier toute la forêt sur la montagne pour couper les chemins possibles à Naofumi et son groupe. Le lendemain, Naofumi s'informe incognito dans un village sur la position des gardes. Les gardes ont renforcé le contrôle aux frontières de Siltvelt, s'y rendre semble compromis. Naofumi consent à aller à la rencontre de la reine. Melty propose de faire un escale chez l'un de ses amis qui fait partie des rares nobles encore sympathisants des semi-humains. Parmi eux figurait aussi autrefois le seigneur de Théaet, mais il n'est plus de ce monde. Le nom de cette ville évoque des souvenirs douloureux à Raphtalia. Elle y vivait dans son enfance mais subit une rafle de la part de soldats royaux. Melty se sent responsable de son sort et désire pouvoir un jour lui rendre justice. Le groupe rencontre ensuite Van Rechnot, l'ami de Melty, qui les accueille dans sa demeure. Naofumi lui expose la situation et il leur offre le gîte et le couvert. Dans la nuit, Raphtalia fait un cauchemar et se réveille le matin en prononçant le nom de Lifana, son ancienne amie réduite aussi en esclavage. Soudain, une domestique avertit Naofumi et Raphtalia que Rechnot a été arrêté et qu'ils doivent fuir. Un seigneur voisin, il Rabier, a eu vent du passage de Naofumi et a lancé une invasion éclair. Melty intercède auprès de lui faisant croire qu'elle et Naofumi se sont séparés auparavant et demande à ce qu'il l'escorte à la capitale. Il la conduit alors chez lui. Naofumi canalise la rage de Raphtalia, qui reconnaît celui qui avait nui au sien. Une fois le calme revenu, Naofumi et Raphtalia récupèrent Philo et partent à la rescousse de Melty. Il fait torturer Rechnot pour lui faire avouer où se trouve Naofumi. Également fidèle du culte des trois héros, il fait bien comprendre à Melty qu'il compte éliminer tous ceux qui tendent la main aux démons au bouclier. Naofumi, Raphtalia et Philo attaquent le château d'Idle et atteignent le seigneur et Melty. Il prend Melty en otage mais Naofumi parvient à l'arrêter.
Raphtalia avance alors vers lui et le menace de son épée. Raphtalia vivait heureuse avec ses parents et ses amis dans son village, avant que survienne une vague de calamités. Aujourd'hui, elle veut faire ressentir à Id la culpabilité de son crime envers les semi-humains. Naofumi lui conseille de ne pas entrer dans son jeu en le tuant. Toutefois, Id résiste, ce qui l'oblige à employer la force. Malheureusement il finit défenestré. Il retrouve Van Rechnot et se dirige ensuite vers les geôles. Après la vague de calamités, le village de Raphtalia fut détruit et ses parents tués, mais elle garda espoir et incita les survivants à rebâtir leur village. Mais la garde royale vint les capturer et réduire en esclavage. Raphtalia et plusieurs de ses amis dont Lifana, furent enfermés et torturés dans les geôles d'Idle, jusqu'au jour où Raphtalia fut vendue à Beluca. Parcourir les geôles à présent ravive en elle tous ses souvenirs pénibles. Il libère quelques semi-humains prisonniers, dont Kil, l'un des amis de Raphtalia. Mais Lifana est morte depuis longtemps et il ne reste que ses ossements. Raphtalia se sent impuissante de ne pas avoir pu la sauver mais Naofumi la rassure en lui faisant remarquer que sans elle, il n'en serait pas là aujourd'hui et serait resté en solitaire à maudire ce monde entier. Raphtalia réunit les ossements pour aller les enterrer mais en ressortant, le groupe voit qu'Id l'a survécu et a libéré un monstre qui avait été scellé par un héros autrefois. Il espère que la créature va le débarrasser de Naofumi mais elle commence par le tuer lui. Dans une forêt, un Philorial vient trouver la reine des Philorial pour lui parler de Philo et elle veut aller la rejoindre. Pendant ce temps, le monstre libéré continue de causer des dégâts sur son chemin. Naofumi et ses compagnons décident alors de se cacher pour l'instant. Ils finissent par se cacher dans un coin tout en étant essoufflés. Alors qu'ils pensent être à l'abri du monstre et que Naofumi pense à comment dégommer le monstre, soudain celui-ci fait son apparition. Devant cette situation, Naofumi reste désemparé. Sans plus attendre, Philo se lance à l'attaque du monstre libéré. Naofumi veut l'aider mais Melty lui dit qu'il ne peut pas se battre dans la ville alors Naofumi veut l'attirer ailleurs. Pendant que Philo combat le monstre, Melty remarque que la créature semble attirée par le fragment de dragon que Philo avait dévoré et cela semble être un bon plan pour que Naofumi puisse attirer le monstre. Il s'inquiète pour les enfants mais Van Rechnot dit qu'il prendra soin d'eux, ce qui rassure Naofumi. Pendant ce temps, Raphtalia tient son amie dans ses bras et on peut voir qu'elle est triste. Son ami lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et de partir avec Naofumi car elle a une tâche à accomplir, alors Raphtalia accepte de partir. Avant qu'elle ne parte, elle remet le bracelet que Naofumi lui avait fait, disant qu'elles se reverront bientôt. Naofumi appelle Philo et se sert d'elle pour attirer le monstre en dehors de la ville. Et comme il s'y attendait, le monstre les suit. Le monstre parcourt le village causant la panique chez les habitants et détruisant tout sur son chemin. Raphtalia s'excuse auprès de Naofumi pour avoir donné le bracelet à son ami mais celui-ci lui dit qu'il n'y voit aucun inconvénient. Philo parvient à franchir les murs du village et continue sa course dans la forêt tandis que le monstre est tout juste derrière eux, détruisant tout sur son passage. Ils arrivent à une plaine au bord d'un lac et ils se mettent en place pour lancer leur contre-attaque. Soudain, le monstre sort de la forêt et fonce droit sur eux mais Naofumi le bloque avec son bouclier aérien et le brise. Sans tarder, Philo enchaîne avec une attaque au visage et à l'abdomen du monstre. Vient alors le tour de Melty et Raphtalia. Cependant, les écailles trop dures du monstre rendent inefficaces toutes leurs attaques. Philo sollicite l'aide de Naofumi pour avoir plus d'élan pour attaquer à son aise. Alors celui-ci déploie ses boucliers aériens, ce qui permet à Philo de donner un coup puissant qui reste toutefois sans aucun effet. Le monstre provoque une secousse avec son pied et envoie au même moment Naofumi valser avec sa queue, pendant que Raphtalia charge sur lui. N'ayant plus le choix, Naofumi veut faire recours à son pouvoir démoniaque, quand soudain, un brouillard magique les entoure. Melty lui dit qu'il s'agit d'une barrière magique très puissante. Aussitôt, un troupeau de Philorial fait son entrée pour encercler le monstre et se tenir comme des soldats. Naofumi ne comprend plus rien à la situation. Lorsqu'il tente d'activer son bouclier du Kuro, il reçoit un message qui signale une intervention extérieure empêchant l'activation du bouclier. Il commence par entendre une voix et la nature commence à s'agiter. Soudain, un grand Philorial émerge du lac et Melty fait savoir qu'il s'agit de la reine des Philorial. Elle leur demande de reculer et avant de se tourner vers le monstre lui demandant de lui rendre le fragment qu'il y a dans son corps car il est incompatible avec lui. Le monstre charge sur lui à toute vitesse mais elle l'envoie au loin avec un seul coup de pied. Il contre-attaque avec un sort de feu mais elle la bloque et le terrasse en une fraction de seconde. Elle dit à Naofumi qu'il doit parler avec lui mais avant ça, elle reprend une forme humaine, comme Philo peut le faire. Elle se présente comme Phitoria, la reine des Philorial de ce monde. Melty semble la connaître et explique aux autres qu'il s'agit d'un Philorial élevé par un héros, il y a quelques siècles. Philo demande si elle aussi sera grande que Phitoria un jour mais Naofumi lui dit qu'il est sûr qu'il n'aura pas de quoi la nourrir. Phitoria dit que pour que Philo arrive à atteindre sa taille, il faudrait des dizaines de générations. Elle demande à Naofumi et ses amis de se présenter et elle s'exécute. Phitoria remercie Melty pour lui avoir apporté son aide par le passé et Melty révèle à ses amis qu'elle l'a rencontré lors d'une visite diplomatique. Naofumi remercie Phitoria d'avoir tué le monstre et Phitoria leur demande de la suivre pour discuter. Naofumi veut d'abord récupérer le fragment d'âme du monstre. Cependant, la reine des Philorial lui dit qu'il n'aime pas les héros qui font cela.
Mais Naofumi lui dit que cela lui permet d'améliorer son bouclier. Fitoria le met en garde qu'un jour, il ne parviendra plus à contrôler le bouclier du Kuru, mais Naofumi lui dit qu'il en a besoin pour survivre dans ce monde. Elle laisse tomber, puis Naofumi prend la pierre et l'incorpore dans son bouclier. Après, Fitoria lui dit de monter dans son carrosse et quelques secondes après, ils arrivent dans un lieu rempli de ruines. Fitoria leur dit que selon les rumeurs, il s'agirait des ruines de la civilisation protégée par les héros originels et qui est interdite aux humains. Fitoria dit que maintenant elle est la gardienne de ces ruines. Soudain, le ventre de Philo commence à grogner, pendant que Raftalia se demande si son ami et les autres semi-humaines vont bien. Sans plus attendre, le groupe se met à rassembler tout ce qu'il faut pour préparer un bon repas. Pendant qu'ils mangent, les autres Philorials se tiennent devant eux, ce qui engendre une situation de malaise. Alors Naofumi se propose de leur faire à manger. Après le grand dîner tous ensemble, Fitoria vient voir Naofumi pour parler. Naofumi la suit et elle lui dit qu'elle aimerait savoir comment le monstre a pu se libérer du sceau qui le gardait. Naofumi pensait qu'elle était venue parce qu'elle le savait, mais elle dit qu'elle était là car on lui a parlé d'une potentielle héritière. Naofumi demande à Fitoria de lui raconter la croissance rapide de Philo par rapport aux autres Philorials. Alors, elle lui répond que c'est parce qu'elle est élevée par un héros. Après, il retourne aux ruines et Fitoria dit qu'elle est consternée par le comportement de Naofumi et les autres héros, mais il dit que c'est les autres héros qui ont commencé. Il cherche des arguments, mais Fitoria lui dit de tout faire pour se réconcilier avec les autres. Elle dit que les humains et les semi-humains peuvent se quereller, mais entre héros, cette attitude est inacceptable. Fitoria demande à Naofumi pourquoi ils ne combattent pas les vagues à travers le monde, sachant qu'ils connaissent l'existence du sablier du dragon. Naofumi est surpris car il ne savait pas que les vagues frappaient d'autres endroits à part Melromark. Fitoria dit que normalement, un seul héros est invoqué dans chaque pays. Naofumi lui révèle qu'il a appris l'existence des fameux sabliers, il y a peu. Fitoria lui dit qu'elle se fiche bien du sort des humains et elle combat uniquement parce que le héros qu'il a élevé lui a demandé de le faire. Elle dit qu'elle ne pourra pas sauver le monde toute seule et qu'elle a besoin de l'aide des héros. Naofumi dit qu'elle est plus puissante qu'eux et elle rétorque qu'un jour viendra où elle ne le sera plus. Pendant ce temps, de leur côté, Ren et Itsuki enquêtent sur le culte des trois héros et en découvrent des archives cachées. Main les espionne, déplorant qu'ils se soient engagés dans cette voie. Fitoria demande à nouveau Naofumi de faire la paix avec les autres héros car c'est impératif s'ils veulent protéger le monde. Naofumi déclare que tout le monde veut se débarrasser de lui, mais Fitoria insiste disant que les héros ne doivent jamais se chamailler. Fitoria avertit Naofumi que si les héros devaient se combattre réellement les uns et les autres plutôt que de lutter contre les vagues de calamité, elle les tuerait tous, pour le bien de ce monde. Bien que Naofumi ne puisse rien faire de plus après cette déclaration, le matin venu, Fitoria décide d'agir une fois pour toutes, en commençant par enfermer Melty dans une prison d'air pour la déclarer comme sa prise d'otage. La condition pour la libérer était que Naofumi se réconcilie avec les autres héros pour faire face ensemble aux vagues de calamité, mais il lui était impossible d'atteindre cet objectif. Alors Fitoria propose une autre option qui consiste à démontrer que le groupe du héros au bouclier peut combattre les vagues par eux-mêmes. Pour cela, il affrontera Philo et si sa puissance actuelle lui semble acceptable, il leur donnera une chance pour le moment. Ils se battent sous forme humaine, donc Philo met ses gants avec une force surhumaine avant de commencer. Philo saute pour donner un coup de pied par le haut, mais il l'évite et l'envoie voler, l'interceptant en l'air pour la projeter au sol. Naofumi lui dit de ne pas combattre sans réfléchir et d'utiliser ses capacités avec sagesse. Ensuite, Philo utilise les gants pour augmenter sa puissance magique en créant une tornade contre Fitoria, mais est également facilement repoussé. Fitoria s'arrête en un instant devant Edge et la frappe contre un mur. Naofumi essaie de profiter de la distraction pour libérer Melty, mais Fitoria l'attaque, parvenant à pénétrer même la puissance du bouclier. En punition, elle frappe à nouveau Philo et non seulement cela, elle l'appelle aussi faible et inutile comme soutien du héros au bouclier, assurant que simplement souhaiter ne la rendra pas plus forte, donc elle continue à la battre. Mais malgré cela, Philo n'abandonne pas et de loin. Naofumi lui donne des mots de soutien qui émeuvent Fitoria. Ensuite, Philo invoque une grande puissance magique et attaque Fitoria qui se protège derrière un bouclier, mais avec beaucoup d'efforts, Philo parvient à le briser et laisse même une égratignure sur la reine des Philorials. Après avoir épuisé son énergie, Philo veut continuer à se battre, bien qu'elle n'ait plus de force, alors Fitoria lui dit qu'elle a rempli ses attentes et libère Melty. Après avoir soigné ses blessures, Fitoria remet une couronne à Philo, reconnaissant qu'elle a réussi le test et déclarant qu'elle sera la prochaine reine. Lorsque la couronne disparaît, une mèche de cheveux rebelle et agaçante pousse et Fitoria prévient qu'il en sortira plus au fur et à mesure qu'elle grandira. Bien qu'elle n'aime pas ça, Naofumi confirme que ses statistiques ont augmenté grâce à cela. Fitoria donne également à Naofumi quelque chose pour déverrouiller un tas de ses compétences de bouclier, bien que certaines ne puissent être utilisées que lorsqu'il monte de niveau. Après avoir organisé une fête pour la future reine, cette nuit-là, Fitoria dit à Naofumi que s'il ne tente pas de prouver son innocence, il est toujours coupable de ce qui se passe, alors elle le convainc d'au moins essayer, avertissant que cela serait difficile de combattre les vagues de calamité si l'un des quatre n'est pas présent. En plus de cela, elle dit qu'à un moment donné,
on leur demandera de choisir s'ils préfèrent sauver le monde, ce qui signifie sacrifier de nombreuses vies, ou s'ils veulent sauver les gens, ce qui est un chemin plein d'épines. Bien que Fitoria ne se souvienne pas de nombreuses choses et ne comprenne pas la différence entre sauver le monde ou sauver les gens, elle dit quand même à Naofumi qu'il devrait se préparer à cette décision. Elle l'aide aussi avec un pouvoir qui active une armure avec le noyau de dragon pour l'aider à contrôler le bouclier de la rage sans perdre le contrôle et se sentant émue de rencontrer un héros comme celui qui l'a élevé, elle lui demande de la laisser reposer dans son âme. Le lendemain, Fitoria les transporte vers un endroit près des héros pour que Naofumi puisse tenir sa promesse et leur donne également un carrosse, ce qui fait plaisir à Philo. Lorsqu'ils approchent de la ville, Naofumi décide de passer directement par le poste de contrôle, car s'ils y sont, Ren et Itsuki, ils le laisseront passer. Cependant, lorsqu'ils approchent, les soldats activent une alarme et celui qui les attend à l'entrée est précisément la pire option possible, Motoyasu. Aveuglé par les manipulations de Main, Motoyasu croit non seulement que les esclaves du héros au bouclier obéissent en raison d'un lavage de cerveau, mais il est convaincu que son destin dans ce monde est de l'éliminer pour arrêter ses méfaits. Naofumi a du mal à tenir sa promesse lorsque le héros à la lance l'attaque sans vouloir entendre un mot. Motoyasu semble particulièrement en colère ce jour-là, et Naofumi comprend enfin pourquoi Motoyasu l'accuse d'avoir éliminé Ren et Itsuki. Pour aggraver les choses, non seulement il n'accepte pas que Naofumi nie ce crime, mais la malnée Main arrive en donnant des arguments absurdes, faisant comprendre à Naofumi qu'elle est la véritable coupable. Mais ce n'est pas comme si quelqu'un croyait que la princesse mentait. Elle crée ensuite une barrière autour d'eux pour l'empêcher de s'échapper de son combat contre Motoyasu. Naofumi attaque Motoyasu en l'enfermant dans le bouclier sphérique, mais il s'en libère facilement. Main rejoint le combat en invoquant la magie du feu, mais Melty les protège avec la magie de l'eau. Philo attaque avec ses griffes puis utilise les techniques qu'elle a apprises la veille. Naofumi affronte Motoyasu et il utilise une compétence de sa lance combinant la magie du feu et de l'air avec ses compagnons. Naofumi riposte vigoureusement avec l'aide de son groupe, découvrant que Raftalia a également développé une compétence combinée. D'une manière ou d'une autre, ils font une attaque combinée où Raftalia sert d'appât pour Naofumi, une attaque surprise avec le dévoreur d'âme qui absorbe les points de compétence de Motoyasu. Motoyasu ne veut pas abandonner mais Philo le finit avec un coup de pied pendant que Raftalia frappe directement Main. Motoyasu ne peut pas admettre sa défaite et Naofumi ne sait pas comment le convaincre de le laisser au moins parler. Mais ce n'est pas leur plus gros problème pour le moment. Quand ils réalisent qu'il n'y a plus de soldats autour, soudain Philo donne un coup de pied à ses ennemis, ordonnant à Naofumi de se barricader dans le bouclier où il ne résisterait pas à ceux qui approchent. Sans comprendre quoi que ce soit, il le fait et met également plusieurs boucliers d'air au-dessus de lui. Lorsque l'attaque du ciel arrive, c'est comme une puissante pluie de lave qui brise toutes les couches de bouclier et Naofumi résiste à peine avec le bouclier de la rage jusqu'à ce que tout autour soit fondu, mais tout le monde est sauvé. Ensuite, le coupable apparaît, qui n'est rien de plus et rien de moins que le pontife suprême, qui avait l'intention de blâmer le héros du bouclier d'avoir éliminé le héros de la lance et les deux héritiers du trône, avec pour objectif final de renverser la monarchie pour que l'Église assume le pouvoir de l'État. L'autre raison était que les héros actuels ne faisaient que causer des problèmes en libérant une bête, en provoquant une épidémie et en soutenant la rébellion. Par conséquent, il valait mieux les éliminer et en invoquer d'autres. Motoyasu comprend enfin que Naofumi est innocent, mais il est trop tard compte tenu du fait que le pontife est sur le point de les éliminer également. Le pontife lance une attaque avec son épée mais Naofumi bloque l'attaque. L'épée se transforme ensuite en une lance, car le pontife tente en réalité de reproduire les armes des héros légendaires. Son utilisation nécessite une quantité importante de pouvoir magique, c'est pourquoi de nombreux fidèles offrent leur énergie pour l'activer. Bien qu'il soit évident qu'il accumule une grande puissance, l'arrogant Motoyasu croit qu'il peut toujours vaincre le pontife en l'attaquant avec sa lance, mais il est repoussé sans effort par une barrière magique. Motoyasu décide enfin de s'allier à Naofumi, mais d'abord, il tente de créer une nouvelle attaque combinée avec ses compagnons qui n'a également aucun effet. Ensuite, le pontife décide de les attaquer, mais heureusement, quelqu'un d'autre parvient à lancer un pouvoir qui pénètre la barrière, étonnamment causé par les héros à l'épée et à l'arc qui se joignent à leurs camarades, montrant qu'ils sont bien en vie. Voyant que ses ennemis augmentent, le pontife ordonne à la moitié des magiciens de se concentrer sur la barrière, même si cela ralentit l'énergie de son arme. D'autre part, Itsuki et Ren disent qu'ils sont tombés dans un piège de l'église lorsqu'ils enquêtaient sur la réplique des armes légendaires et qu'ils ont été sauvés par le groupe secret de la reine. Itsuki découvre également qu'ils sont ceux qui collectent les récompenses des héros en son nom, et non pas Naofumi, qui est outré car, pour la première fois, il montre de la compréhension envers lui. Mais cette affaire doit être mise de côté pour le moment, car ils doivent affronter les religieux. Les héros les avertissent que les forces de la reine sont en route et qu'il serait préférable de se rendre avant leur arrivée pour atténuer leur châtiment. Cependant, le pontife est convaincu qu'il agit au nom de Dieu et c'est pourquoi il n'a pas peur d'eux. Ensuite, les héros décident de s'unir, sauf Naofumi qui élabore un plan avec ses compagnons. Lorsque les héros lui reprochent de ne pas vouloir se joindre à eux, Naofumi leur rappelle toutes les humiliations qu'il endure, les accusant également parce que, avec leurs actions,
l'église des trois héros gagne plus de pouvoir, principalement parce que Motoyasu se laisse manipuler par Main. De plus, ils ont commis trop d'erreurs dans tout le royaume et c'est pourquoi le pontife a raison de dire qu'ils ne sont pas bons en tant que héros. À ce moment, le pontife les attaque, mais Naofumi revient les protéger. Se souvenant de la promesse avec Fitoria, il accepte de collaborer avec eux juste pour vaincre le pontife. Cependant, leurs ennemis rassemblent assez de magie pour invoquer un pouvoir gigantesque qui crée une sorte de cathédrale qui sera le cercueil des héros car c'est le dernier endroit qu'ils verront de leur vivant. Dans un autre endroit non loin de là, la reine se prépare dans son camp militaire pour soutenir la bataille contre l'église. Pendant ce temps, Itsuki et Ren commencent l'attaque, suivis de Philo et Raftalia qui infligent un coup rapproché. Les sages guérissent le pontife. Ensuite, Naofumi exécute une stratégie, faisant attaquer Motoyasu le bouclier pour faire rebondir ce pouvoir multiplié contre son ennemi qui s'enflamme dans des flammes maudites qui n'ont aucun effet sur lui car l'église est bénie par le pouvoir sacré. Les autres héros admettent que, aussi étrange que cela puisse paraître, Naofumi a déjà montré qu'il a un pouvoir caché incroyable, alors il lui demande de l'utiliser et malgré les avertissements que Fitoria lui a donnés plus tôt, il invoque à nouveau le bouclier de la colère, mais cette fois la conscience du dragon zombie domine son esprit, mais ce n'est pas le plus gros problème. La colère qu'il a accumulée provient des rancunes qu'il nourrit lui-même contre ceux qui l'ont calomnié et humilié. C'est pourquoi il se laisse dominer par la haine, acquérant un pouvoir négatif incroyable, qui ne passe pas inaperçu par ceux qui l'entourent. Bien que Naofumi ait l'intention de tout détruire sur son passage, il entend soudainement les voix de ses compagnons qui lui rappellent qu'il ne déteste pas absolument tout le monde, car il a aussi eu de bons moments avec eux. Ainsi, ce sont eux qui l'aident à reprendre le contrôle sans se soucier d'être affecté par la malédiction dans le processus. Après cela, il avale sa fierté, baisse la tête pour demander la collaboration des héros. Lorsque le pontife lance un nouveau pouvoir, sacrifiant la vie de plusieurs croyants qui donnent toute leur magie, Naofumi dresse un bouclier incroyablement puissant, ajouté à l'attaque d'Itsuki. Philo emmène Raftalia là où est le pontife pour le distraire tandis que Ren attaque par derrière et lui ôte sa vision de près. Motoyasu prépare alors une attaque à la lance que le pontife arrête avec une barrière seulement un instant avant de le pénétrer et de le poignarder dans la poitrine. Cela le met en colère. Répondant à l'attaque contre Naofumi qui s'approche au sommet de Philo et entre les deux il invoque un pouvoir de feu similaire à un phénix qui semble infliger quelques dégâts à l'homme religieux. Cependant, il repousse une fois de plus les attaques puissantes de haut niveau lancées par les héros grâce à sa réplique des armes légendaires. Puis il la transforme en un arc et au lieu de les tirer, il tire une flèche vers le toit de la cathédrale, ce qui provoque non seulement la projection du reflet du pontife, mais aussi des flèches qui commencent à tomber de toutes parts. Lorsqu'ils sont en situation de désavantage, la reine arrive, invoquant un pouvoir qui enferme le pontife dans une prison de glace et qui permet une opportunité d'utiliser un nouveau pouvoir du bouclier appelé le sacrifice de sang. Bien qu'il n'imagine pas que c'est si littéral, tout le corps de Naofumi éclate de sang qui commence à couler sur le sol. Le pontife se moque, croyant que son pouvoir le consume, jusqu'à ce qu'une créature émerge du sol et le dévore, le transformant en morceaux entre ses crocs. Il remporte la victoire si rapidement qu'ils ont du mal à croire que c'est vrai. Mais il le confirme lorsque la cathédrale s'effondre, les libérant. Cependant, Naofumi perd trop de fluide vital et est sur le point de perdre la vie, jusqu'à ce que la reine s'approche, assurant qu'elle ne le permettra pas.